Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés obligataires qui ont bien écouté Jérôme Powell hier soir. Le patron de la Réserve fédérale américaine s'est exprimé lors d'un webinaire organisé par le Wall Street Journal. Le marché obligataire, les mouvements du marché obligataire retiennent évidemment son attention, mais Jérôme Powell juge que ces mouvements, aussi rapides, violents soient-ils, ne sont pas encore suffisamment désordonnés pour obliger la Fed à réagir. C'est donc un nouveau feu vert que Jérôme Powell donne aux investisseurs obligataires pour sortir justement de ces marchés obligataires américains. On a vu le 10 ans américain remonter quasiment jusqu'à 1,60 après les propos de Jérôme Powell hier. On se stabilise aujourd'hui à des niveaux élevés. Évidemment, ce mouvement de taux continue d'avoir les mêmes effets sur les marchés actions avec la tech américaine qui a beaucoup baissé hier. Notez qu'on va rentrer à nouveau dans un cycle de réunion de banque centrale avec la Banque centrale européenne. La tâche pour la BCE sera compliquée la semaine prochaine et puis la Réserve fédérale américaine qui tiendra son comité de politique monétaire la semaine suivante. Il faut également surveiller les prix du pétrole qui continuent de progresser à un rythme soutenu. Après l'envolée d'hier, la hausse se poursuit à un rythme significatif puisqu'on gagne 2% encore sur les prix du pétrole aujourd'hui alors que l'OPEP+, et la Russie ont décidé de ne pas modifier à ce stade leur quota de réduction de production. Là aussi, le pétrole qui va jouer un rôle important dans les effets de base et les effets inflationnistes transitoires, nous disent les banquiers centraux, que l'on va pouvoir observer dans les prochains mois. Il n'en reste pas moins que l'économie américaine reste encore fragilisée par 10 millions d'emplois qui n'ont pas été retrouvés. C'est l'argument fort de Jérôme Powell pour maintenir une position très accommodante aujourd'hui. On en saura plus sur la dynamique du marché du travail américain aujourd'hui en début d'après-midi avec la photographie du mois de février qui sera publiée à 14h30. Le mois de février qui a été un mois compliqué. On avait à la fois des réouvertures partielles dans certains grands États comme la Californie ou New York et en même temps toutes les perturbations liées aux tempêtes de neige et au froid dans la partie texane. Le Texas, je vous rappelle, qui a prévu de rouvrir complètement son économie le 10 mars prochain. Et puis comme chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, on parlera de vos finances personnelles. Le débat monte sur l'idée d'une taxation de l'épargne Covid accumulée. Qu'en pense Jérôme Dédéian? Il sera avec nous en plateau pour évoquer cette question. On parlera également du PER. Les Français ont largement succombé au charme du PER qui est en place depuis moins d'1 an et demi maintenant. Pourquoi et comment? Là aussi, on vous apportera quelques éléments d'analyse et d'explication sur cette nouvelle enveloppe qui rencontre un franc succès. Et puis on parlera du crowdfunding. Là aussi, l'année 2020 a été une année extraordinaire pour le crowdfunding. Ça fait 2 ans maintenant que les rythmes de progression sont spectaculaires sur nouveaux segments de marché qui devient petit à petit un placement incontournable aujourd'hui pour les Français. Des marchés européens dans le rouge, mais on essaye de réduire nos pertes à mi-séance. Les infos clés avec Nicolas Pagnès, comme chaque jour, sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs focalisent leur attention sur la hausse des rendements obligataires avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis à 14h30. Les taux américains ont en effet bondi dans la nuit, le taux à 10 ans atteignant 1,56% actuellement, tandis que le taux à 30 ans se rapproche lui des 2,29%. Dans ce contexte de flambée des taux, les investisseurs étaient particulièrement attentifs à la prise de parole de Jérôme Powell hier soir, qui a plutôt déçu les investisseurs. Celui-ci a estimé que la politique de la Fed reste appropriée face à la situation actuelle. Et s'il a rappelé que la Fed ne réduirait pas son programme de rachat d'actifs, il a également écarté un renforcement de ce programme afin de contenir l'envolée des taux obligataires. Une envolée qui continue donc et qui trouve son origine dans les perspectives de reprise économique ainsi que dans l'accélération de la vaccination aux États-Unis, mais aussi dans les craintes d'une poussée inflationniste, une remontée des taux qui fait craindre à son tour un désengagement temporaire des marchés actions à plusieurs observateurs. Du côté du pétrole à présent, dont le baril de Brent s'échange à la mi-journée au-dessus des $68, l'OPEP a décidé de ne pas relever sa production au mois d'avril. Favorable à cette décision, l'Arabie
l'Arabie Saoudite a même pris la décision de réduire de son côté sa production d'1 million de barils par jour. Du côté des statistiques à présent, le déficit de la balance commerciale de la France atteint 3,9 milliards d'euros en janvier, soit un peu plus que les 3,6 milliards d'euros du mois de décembre. Une progression du déficit qui s'explique par une progression plus forte des importations que des exportations sur la période. Du côté des valeurs à suivre à présent, Dassault Aviation annonce des résultats en recul pour l'année 2020 avec un résultat net consolidé de 303 millions d'euros contre 713 millions d'euros en 2019. En ce qui concerne 2021, le groupe prévoit une hausse de son chiffre d'affaires avec notamment la livraison prévue de 25 avions Rafale et 25 avions Falcon à l'export. Dassault Aviation qui versera un dividende de 12,3 euros par action au titre de 2020 après avoir supprimé son dividende en 2019. Stellantis fait savoir de son côté qu'il compte distribuer sa participation dans Faurecia à ses actionnaires aux alentours du 22 mars. Une participation à hauteur de 39% dans l'équipementier automobile qui sera distribuée à hauteur de 0,017 actions Faurecia pour chaque action Stellantis détenue. Stellantis qui compte également distribuer 308 millions d'euros en numéraire correspondant au produit de la vente de 7% environ du capital de Faurecia. CGG prévoit en 2021 une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires après avoir affiché une perte nette de 438 millions de dollars l'année dernière. Le groupe anticipe également un flux de trésorerie positif cette année. Et on finit du côté des valeurs avec l'État français qui a de son côté répondu à la famille Duval qui avait demandé un changement de direction à la tête d'Eramet. L'État français qui n'est de son côté pas favorable à ce changement de direction selon une source proche du dossier citée par l'agence Reuters. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières et notamment de l'or. L'once d'or qui s'échange à la mi-journée en dessous des 1700 dollars et sur le marché d'échange, l'euro-dollar qui recule également et qui se situe juste au-dessus des 1,19 dollars pour 1 euro. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et donc, on parle patrimoine et on parle de vos finances personnelles à la mi-journée chaque vendredi dans Smart Bourse avec deux invités à mes côtés en plateau. Jérôme Dédéian, le président de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour et bienvenue Jérôme. Bonjour Grégoire. Et Nicolas Lefebvre, associé fondateur du cabinet Eodia qui est avec nous également pour cette demi-heure. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Jérôme, je commence avec vous. C'est le sujet qui monte. Que faire avec l'épargne Covid accumulée par les Français? Une épargne qui s'est accumulée de manière non souhaitée. Évidemment, en France, le débat arrive très rapidement sur l'idée d'une taxation, modulo qu'on aime taxer tout ce qui bouge ou tout ce qui ne bouge pas, en l'occurrence en France. Il y a quand même un vrai sujet, Jérôme, derrière cette épargne qui s'est accumulée, notamment chez les ménages les plus aisés. Exactement. De quoi on parle On parle finalement de la conjugaison de deux conséquences de la crise sanitaire. La première, c'est une dette publique spécifique à la crise sanitaire qui s'est accumulée à hauteur de 215 milliards d'euros. C'est 140 milliards pour le budget de l'État, c'est 75 milliards pour la sécurité sociale. Et ça vient d'une perte de recettes liée à la baisse de l'activité. Et évidemment, ça vient de la dépense liée à toutes les mesures de soutien exceptionnelles aux ménages et aux entreprises pour passer cette crise. Et puis juste à côté de ça, vous avez une épargne qui s'est accumulée. Alors elle s'est accumulée pourquoi ? Parce que les gens ne pouvaient pas consommer, ils étaient confinés chez eux, il y avait énormément de choses, de postes de dépenses, loisirs, culture, voyages, etc., qu'on ne pouvait pas activer, entre guillemets. Et puis il y avait des revenus qui continuent à arriver grâce aux mesures de chômage partiel. Et ça, c'est 110 milliards en 2020, avec une projection de la Banque de France de 2000 milliards. 200 milliards, pardonnez-moi, 200 milliards à la fin de l'année 2021. Et donc 215 milliards de dettes exceptionnelles Covid, 200 milliards de surépargne, qui, aux surprises, ont été accumulés par tous les gens qui n'avaient pas besoin de dépenser leur argent pour survivre, donc par les plus aisés. Vous avez évidemment tous les ingrédients pour que dans le débat public montent les taxonomes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui veulent tirer sur tout ce qui bouge et qui disent la solution est là, 200 milliards d'un côté, 200 milliards de l'autre, si on faisait une annulation de ça. Bruno Le Maire semble quand même mettre des garde-fous. À ce stade, il dit c'est un non ferme. Alors, est-ce que c'est un non définitif ? On verra, mais en tout cas, il préfère peut-être passer par déplacer l'enjeu du débat. C'est un non ferme de Bruno Le Maire et j'espère qu'il sera suivi, évidemment. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est évidemment une idée complètement fausse, c'est un gros contresens et en plus, ce serait une mesure complètement néfaste. Alors pourquoi c'est un contresens ? Parce que 200 milliards, ça veut dire que si on voulait apurer
la dette Covid, plutôt que de la cantonner, de la pousser sur 200 ans, il faudrait bien confisquer ces 200 milliards. Et donc vous imaginez la spoliation en matière de liberté publique. Et quand bien même vous diriez non, je vais juste faire une surtaxe sur la totalité de l'épargne financière des Français, 200 milliards, ça fait à peu près 4% des 5 000 milliards d'épargne financière des Français. Qui est prêt? Est-ce que le corps social des épargnants, y compris les épargnants les plus populaires, sont prêts à accepter 4%? Et si vous enlevez l'épargne populaire et que vous ne taxez que les gros épargnants, les gros patrimoines, vous allez retomber sur un prélèvement confiscatoire. Donc ça, c'est évidemment le contresens numérique, entre guillemets. Et puis, il y a évidemment un contresens, je dirais, essentiel à comprendre, qui est que la mesure serait néfaste, puisque, en fait, cette épargne accumulée, c'est le principal levier dont nous disposons pour la relance. Pourquoi? Parce que quand ça va rouvrir, une partie de cette épargne va revenir consommer, et donc elle va soutenir l'activité de façon substantielle, et une autre partie, c'est de l'épargne qui est justement détenue par des ménages aisés, qui peuvent être mobilisés sur des produits plus risqués qui vont financer la reprise et notamment les investissements en fonds propres dont nos entreprises ont besoin. Et donc il faut en faire un levier de relance et non pas du tout évidemment un levier de taxe avec effet d'agence de l'État. C'est quoi une bonne idée pour... Alors la partie dépenses de consommation, on verra ce qui se retrouve dans la dépense de consommation. Certains économistes craignent que ça ne soit que marginal. Mais il y a toute la partie investissement, effectivement. Quelle serait pour vous, Jérôme, une bonne manière d'orienter cette épargne vers un investissement productif, comme on dit? Alors exactement, là l'idée c'est comment est-ce qu'on incite les gens à reprendre des risques avec cette épargne. Alors il y a quand même un contexte de marché qui incite les gens à prendre du risque, puisque cette épargne, elle est allée beaucoup sur des livrets à des comptes courants, mais il y a quand même une partie qui est déjà investie à risque. Et pourquoi? Parce que les gens cherchent du rendement, et donc il faut en fait pousser à mort toutes les solutions d'épargne préexistantes qui permettent de flécher cette épargne excédentaire vers le financement de l'économie réelle et les fonds propres de nos boîtes. Donc on va les citer, c'est assez simple, c'est le PEA et le PEA-PME. Et on a créé le PEA jeune, mais on a souvent chez des jeunes l'ambition d'avoir des choses plus sécuritaires. Donc comment est-ce qu'on fait pour les éduquer aux actions? Il faudrait qu'il y ait quasiment un abondement de l'État pour inciter les jeunes à investir en actions. On pourrait imaginer pour les plus jeunes une petite incitation sur le PEA. Moi je propose d'interdire le livret A. On ouvre généralement un livret A à chaque enfant qui naît. Ouvrez un PEA, n'ouvrez plus de livret A, ouvrez un PEA. Ou ouvrez un PER. Ou un PER, oui. Le PER est un super PEL pour les jeunes, puisqu'ils ont leur propre plafond épargne retraite et qui peuvent l'utiliser pour amorcer l'achat de leur résidence principale. Bon. Et puis le PER d'une manière générale, on a des super stats sur le fait qu'il finance vraiment l'économie, on pourra en parler tout à l'heure. On va y revenir. Et donc si on pousse le PER par rapport à l'assurance vie par exemple, on a un levier beaucoup plus direct sur l'investissement en fonds propres. Et puis ça c'est les enveloppes si vous voulez. Et on sait que dans les enveloppes, ce sont des enveloppes qui sont plutôt investies en actions. Mais ensuite on peut travailler sur les produits. Et en fait on a créé le label relance. Bon, le label relance, c'est une super bonne idée parce que ça permet de contourner un peu le côté Union européenne des fonds éligibles au PEA, au PEA-PME, mais il faudrait donner une incitation à ce que ça aille, puisqu'on ne peut pas espérer qu'un produit avec du risque va décoller si on ne met pas quand même un petit incitant fiscal dans la machine. Il faut travailler aussi sur la liquidité des produits investis en non-cotés, donc du private equity et assimilé. Il y a absolument possibilité de mutualiser, de donner des gates de liquidité, par exemple sur le même modèle que les OPCI pour l'immobilier avec 30% de liquidité, qui permettent d'absorber le choc de rachat sur des actifs qui sont par définition beaucoup moins liquides puisque vous ne pouvez pas les échanger sur un marché. BNP vient de lancer un produit hybride, j'en parle parce qu'ils sont venus nous le présenter, qui est assez novateur, où il y a une poche private equity et ils assurent une liquidité, je crois, 2 fois par mois, il me semble. Exactement. Et donc ça, vous imaginez bien que c'est tout le contraire d'une taxe de plus. Et c'est vraiment ce levier-là qu'il faut utiliser. En fait, la sortie de crise sur la dette publique, on s'en sort comment? On s'en sort par la croissance et par l'augmentation de l'assiette taxable et non pas par la hausse des taux qui, une fois de plus, comme les débats sur une contribution exceptionnelle sur les revenus qui existent déjà avec la CEHR ou les débats sur le retour de l'ISF dont on connaît les effets absolument néfastes sur le financement de l'économie, sont à proscrire à tout prix au bénéfice d'un fléchage de cette surépargne vers le financement de l'économie. On verra comment ce débat évolue. Je crois qu'il y a des... les rumeurs nous disent aussi qu'il y a peut-être une manière d'assouplir. Alors là, c'est plus de la solidarité intergénérationnelle, mais la manière de transférer ou la manière d'améliorer peut-être les processus de donation entre générations. Vrai, en comportement financier, en finance comportementale, on sait très bien que les jeunes, quand ils touchent une manne exceptionnelle, ont tendance à être capables de prendre plus de risques. Voilà. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont l'avenir devant eux, ils ont le temps pour que ce risque porte ses fruits, entre guillemets. Et donc, il est clair que le saut de génération sur la transmission
permettrait sûrement d'accélérer le fléchage de cette épargne vers le financement de l'économie. Comment est-ce que vous expliquez, vous évoquez le PER, le franc succès du PER qui a moins d'1 an et demi d'existence? Je ne sais pas si un produit a déjà rencontré un succès aussi franc comme ça en aussi peu de temps. Jamais dans l'histoire de l'épargne retraite en France. Donc je tape toujours, je sors mon revolver quand les gens disent on n'a pas de fonds de pension en France. On a un fonds de pension, c'est de la retraite par capitalisation qui ne dit pas son nom. Et il s'appelle désormais le plan d'épargne retraite d'entreprise. Ouais. Alors je vous donne des stats simples. Un an après son lancement, donc au 30 septembre dernier, puisque ce sont les stats dont on dispose, il y avait 1 200 000 Français couverts par un plan d'épargne retraite de sa forme individuelle ou collective et 12 milliards d'euros collectés. Le rythme de développement est infiniment supérieur à tout ce qui a été tenté auparavant, la retraite Madelin des indépendants, le PER, le PERCO, etc., etc. Et en fait, le succès s'explique par un certain nombre de raisons qui sont toujours les mêmes et qui ont présidé à la co-construction du PER, parce qu'il y a eu un vrai processus de co-construction entre les associations de consommateurs, les professionnels de la finance, les distributeurs et l'État et le Trésor. Ça a été vraiment très bien fait. Et en fait, c'est assez simple. On a levé tous les freins qui empêchaient les Français d'épargner pour l'épargne retraite. Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéré la capacité de choix pour sortir en capital ou sortir en rente avec un choix à l'échéance, premièrement. Deuxièmement, on a donné un avantage fiscal à l'entrée, qui est absolument essentiel. On a étendu les cas de déblocage. De façon à ce que ça puisse servir de prévoyance s'il m'arrive un cas de coup dur et que mon projet de financement de mes revenus complémentaires de retraite passe en deuxième rang par rapport à ma survie financière immédiate. Et on a rajouté le cas de déblocage résidence principale, qui est un bon moyen de préparer sa retraite et qui est évidemment un frein psychologique extraordinaire pour mettre de l'argent dans un produit, si vous savez que vous pouvez le mobiliser à tout moment pour ça. On a aussi fait en sorte qu'il soit disponible en format individuel et en format d'entreprise, donc ça c'est essentiel. On a organisé sa transférabilité tout au long de sa vie et de sa carrière d'un prestataire à l'autre pour permettre de faire jouer la concurrence. Et sur le plan concurrentiel, on a organisé une libre concurrence entre des solutions assurantielles intermédiées par le bilan des assureurs et des solutions bancaires et ou d'épargne salariale portées par des banques avec l'intégralité du risque qui est pris par l'épargnant. Cette concurrence fonctionne. Et puis, je termine en disant qu'on a mis une petite passerelle temporaire, mais on espère que c'est du temporaire qui va durer, de recyclage de l'assurance vie en franchise de fiscalité pour alimenter le PER. Et donc, je recycle en franchise de fiscalité et j'obtiens ma réduction d'impôt, enfin ma déduction fiscale à l'entrée. Voilà. Et puis, il y a un dernier point qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que je suis vice-président de Planète CSCA, le syndicat du courtage d'assurance. Et on a mobilisé la distribution comme jamais. Car c'est un produit qui ne s'achète pas, c'est un produit qui se vend. Il doit être conseillé. Il y a un problème de devoir de conseil. Il n'est pas pour tout le monde. Il y a des sujets d'allocation d'actifs vraiment pointus. Il y a des sujets de calcul de disponibles, notamment pour les indépendants, l'intermédiaire entre le plafond Madelin, l'interdépendance entre le plafond Madelin et le plafond épargne retraite classique. Tout ça, la distribution s'est mobilisée et elle n'est pas pour rien dans le succès de ce produit. C'est le PER qui n'a rien envie à l'assurance vie, finalement. Modulo peut-être la question de la succession et de l'assurance décès, qui reste quand même le principe fondamental de l'assurance vie, mais tous les avantages sont du côté du PER. Je suis prêt à tenir à la disposition de tous les auditeurs de l'émission, et même professionnels, confrères et néanmoins concurrents, le petit simulateur qu'on s'est fait, c'est mon partenaire patrimoine, pour comparer assurance vie et PER. Donc sur le plan de la capitalisation pure, comme vous épargnez plus, puisque vous êtes en franchise d'impôt, en fait le pouvoir de la capi fait que même avec les conditions fiscales de sortie, à hypothèse de rendement équivalent, c'est plus favorable à l'assurance vie en net récupéré à la sortie, point 1. Et donc il reste l'argument successoral. Et en fait, c'est exactement le même raisonnement. D'abord, tant que vous avez 70 ans, vous êtes dans la même fiscalité match nul entre l'assurance vie et le PER. Au-delà de 70 ans, il y a une grosse réduction des avantages fiscaux du PER dans sa version assurantielle. Mais c'est complètement compensé par la puissance de la CAPI sur une somme plus élevée au départ. Et donc, même si vous payez les droits de succession, le net transmis après 70 ans sur un PER à hypothèse de rendement équivalent, et dans la plupart des cas, je pourrais vous montrer la matrice. En fait, le seul cas ou les seuls cas où vous avez un désavantage, c'est si votre tranche marginale d'imposition augmente fortement à la retraite. Si vous pouvez être dans cette situation-là, je vous félicite. Et si vous avez un autre sujet ou d'autres sujets à traiter. Bon, et la moitié de la collecte s'est fait en UC. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un des produits qui finance le mieux l'économie, et donc pour la relance, ça va être extraordinaire, puisque sur la partie PER assurantielle, on est monté à la moitié d'unités de compte. C'est les stats que nous donne la Fédération française de l'assurance, 48% d'unités de compte. Bon, je vous le fais à 50, et notamment grâce à la gestion pilotée par défaut, qui est vraiment gestion pilotée retraite. Et sur la partie PERECO, c'est-à-dire plan d'épargne retraite collective dans sa forme entreprise pour tout le monde, on est à 60% d'actions. 60% d'actions dans les encours. C'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. C'est génial. Merci Jérôme. Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée.
on parle à présent crowdfunding immobilier plus précisément avec Nicolas Lefebvre, je le rappelle, associé fondateur du cabinet Eodia, cofondateur également de scpi-8.com. Bonjour et bienvenue Nicolas. Rebonjour. Un mot du cabinet Eodia, de votre proposition de valeur, comme on dit, cabinet généraliste, mais avec une forte expertise sur l'immobilier quand même. Tout à fait. En fait, on a ouvert le cabinet en 2010, donc ça fait un peu plus de 11 ans. On est 4 associés, totalement indépendants, personne avec nous au capital, et on est parti du postulat qu'on voulait digitaliser, démocratiser notre métier, avec des sites internet thématisés, notamment scpi-8.com. Bon, on reviendra, c'est un vrai sujet, hein. La digitalisation de vos métiers, c'est un sujet industriel qui mérite d'être traité en profondeur. Parlons avec vous du crowdfunding immobilier. On a fait le point là sur les chiffres alors, du crowdfunding en général. 2020 a été une année exceptionnelle, l'année précédente était déjà une année très forte en termes de dynamique. Je crois que la collecte a été multipliée, je l'ai noté, par 6 en 5 ans. Tout à fait. Tout crowdfunding confondu, et j'imagine que l'immobilier étant le darling des placements des Français, c'est aussi vrai pour la partie immobilière du crowdfunding. Oui, alors les chiffres en 2020 sont très bons. Entre 2019 et 2020, il y a eu 35% d'augmentation donc d'investissement de collecte sur le crowdfunding immobilier. Ça représente 505 millions d'euros investis via le crowdfunding immobilier, soit environ 578 projets soutenus par 28 plateformes. Nous, pour vous dire, en interne, ça représente, on est à peu près sur les mêmes niveaux de chiffres d'augmentation. Donc c'est vrai qu'il y a une appétence vers les investisseurs sur ces produits court terme, avec un fort rendement. On est sur du 12-24 mois, sur des rendements qui peuvent être à 10% brut. Et évidemment, le confinement a aidé, parce que le fait d'être confiné chez soi, thésauriser un petit peu l'argent, avoir encore plus d'épargne, on vient d'en parler, ça permet justement, derrière son ordinateur, de commencer à investir sur ce type de produit. Bon, quand on parle immobilier, on sait qu'il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. C'est vrai aussi pour le crowdfunding immobilier, Nicolas. On parle de quel type d'immobilier qui se retrouve généralement référencé sur les plateformes? Alors, les plateformes, elles vont référencer l'acquisition d'un bien immobilier par un marchand de biens, du refinancement de fonds propres. Ça peut être également un partenaire immobilier au sens large qui a besoin de liquidités supplémentaires, qui a déjà mis ses fonds propres, fait appel à la banque et a besoin de cette dernière petite couche de financement pour pouvoir investir directement et finaliser son projet. Bon, alors, comment est-ce que vous participez, vous, pour vos clients, justement, à démocratiser, ouvrir ce financement participatif pour l'immobilier? Comment ça se passe pour vous? Je faisais le point avec une plateforme, ici dans l'occurrence, alors je ne sais pas quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, vous allez nous le dire, Nicolas, mais elle me disait, en un quart d'heure, on met un projet, en un quart d'heure, on a levé peut-être 1,5 million comme ça sur un projet immobilier. Ça se fait en quelques minutes. Ça va même plus vite que ça. Plus vite que ça. Aujourd'hui, les plateformes, elles n'ont pas besoin de gens comme nous. Elles font directement tout sur Internet. Pourquoi elles font appel à des gens comme nous? C'est parce qu'elles ont besoin, évidemment, d'ouvrir leurs canaux de distribution et ne pas être à même purement et simplement d'Internet. Donc nous, on travaille avec de nombreux partenaires. Si je dois en citer qu'un, on travaille très bien avec Club Funding depuis 3-4 ans maintenant, qui a encore financé 160 millions d'euros l'année dernière. Et on en parlait juste avant. L'idée, c'est d'investir donc dans des biens souvent prime, avec des grosses garanties, qui peuvent être de l'hypothèque au premier rang, des cautions solidaires sur le dirigeant, qui ont souvent des grosses assises financières, mais également des garanties première demande. Et alors, attendez, parce que comment ça marche? Club Funding, ils viennent vous chercher, vous, Eodia, pour des projets, je ne sais pas, qu'ils ont du mal à vendre à travers leur plateforme. Ils vous gardent quand même des beaux projets. Est-ce que vous appliquez votre propre filtre aussi par rapport aux projets que Club Funding peut vous apporter? C'est une très bonne remarque. Alors, Club Funding n'a encore une fois pas besoin de nous. On intervient souvent sur les grosses enveloppes. D'accord. Les grosses enveloppes sur des projets à plus de 5-6 millions d'euros sur lesquels ils vont nous donner, entre guillemets, une petite collecte à faire parce qu'encore une fois, ils n'ont pas besoin de nous. Ah ouais. Nous, l'idée, c'est que le projet nous est donné. On fait une nouvelle analyse, donc bilan, compte de résultats. Et comme je vous expliquais, les garanties sont très importantes. C'est important de le préciser pour tous les auditeurs. Le capital n'est évidemment pas garanti et la perte en capital est possible. C'est pour ça que nous, notre travail, c'est d'avoir les meilleures garanties auprès de la plateforme et évidemment de l'investisseur à l'origine qui a besoin de crowdfunding. Justement, comment s'est passée l'année 2020, qui a été une année évidemment compliquée pour certains segments de l'immobilier en tout cas? Est-ce que vous avez constaté des retards de paiement, des défauts éventuels? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là? Permettez-moi, on va juste différencier le marché immobilier et le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est souvent sous un système obligataire. On connaît la date de fin, on connaît son rendement. C'est souvent sur un actif, soit très bien placé, ou comme je vous expliquais, on est en fin de parcours et on a juste besoin de la petite lige de financement. À la différence, le marché immobilier, on peut le voir, triste anniversaire bientôt, depuis le début du confinement, les marchés sont encore très tendus, les taux sont encore très bas, l'inflation a du mal à intervenir. Donc,
réellement, le marché immobilier n'aura pas d'impact en 2021, si on doit en parler clairement, via le crowdfunding, et bien différencier ce package lié à l'immobilier et l'immobilier au sens large. Bon. Et sur les projets financés par l'obligataire participatif, comme vous dites, Nicolas, je sais pas, est-ce que les plateformes ont adapté aussi peut-être le rythme de paiement? Est-ce qu'il y a eu des efforts de fait de ce point de vue-là? Oui, alors on n'a jamais eu, nous en tout cas en interne, de défaut de paiement, de coupons d'obligations mensuels, c'est souvent versé mensuellement, et jamais eu de défaut de remboursement à échéance. Si je dois donner un chiffre qui est donné par Fundimo Hello Crowdfunding, qui est tombé en octobre 2020, c'est moins de 0,74% de taux d'incidence sur les projets de crowdfunding immobilier. Donc en fonction des garanties, de la bonne plateforme sélectionnée et du sous-jacent, on arrive à avoir un cocktail assez intéressant. Vous me disiez 9-10% de rendement, c'est ça? Brut de fiscalité. À part le marché action ou le bitcoin, après, je ne sais pas ce qui offre. C'est inégalable comme rendement. Enfin, on arrive à un pic là en termes de rendement, ou est-ce qu'on peut encore imaginer que les rendements augmentent sur certains des actifs qui sont proposés? Négociation entre l'opérateur et la plateforme. Plus il va avoir besoin de l'argent rapidement sur des courtes durées, plus évidemment la plateforme va pouvoir demander du rendement supplémentaire. L'offre et la demande, C'est important évidemment en termes de fiscalité pour revenir dessus. On a 10% de revenus bruts sur lequel s'applique la flat tax. Bien sûr. Donc souvent les plateformes distribuent des rendements nets de fiscalité. Je reviens sur ce que vous dites. Évidemment, il faut faire attention. On est sur un profil de risque au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire en gestion de patrimoine, mais qui peut être complémentaire sur cette petite partie risquée modérée que peut avoir un investisseur. Justement, là, pour vos clients, qu'est-ce que vous leur recommandez, voilà, pour un profil de risque un peu standard, classique, du français épargnant, un peu fortuné, un peu sophistiqué? Quelle poche crowdfunding vous leur recommandez là, dans une allocation, dans leur patrimoine? Alors moi, j'ai tendance souvent à dire que la poche risquée modéré plus, c'est entre 10, 15, 20% en fonction du patrimoine de nos clients. Ouais, bon. Un commentaire, Jérôme, là, l'explosion du crowdfunding? Je trouve ça très intéressant. Moi, je découvre parce que j'ai des opérations immobilières à titre personnel par ailleurs, mais jamais via ce système. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que si on va chercher du financement à la marge et sur une durée courte, ça explique effectivement le taux élevé. Le rendement qu'on peut sortir. Donc c'est extraordinaire. Et quand vous avez les BP qui sont travaillés des opérateurs, ils se disent, allez, sur la fin du projet, je vais pouvoir réactualiser mes fonds propres sur une nouvelle opération. Et on peut le voir, l'appel au crowdfunding est de plus en plus important et moins important sur la partie bancaire. Voilà. Après, comme dans tout investissement sur un sous-jacent, et particulièrement sur un sous-jacent immobilier, la qualité intrinsèque du sous-jacent, d'une part, et les garanties, comme vous l'avez très bien dit, sont essentielles pour sécuriser l'investisseur. Bon, et sur les perspectives 2021, Nicolas, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire de l'immobilier, du financement participatif de l'immobilier? On a bien travaillé déjà depuis le premier trimestre. Maintenant, on a fait 2 grosses opérations sur les mêmes durations, les mêmes taux, et le sourcing du projet, pour revenir sur ce que venait de dire Jérôme, est très important. Là, on a fait une grosse opération Paris 6e et dans le jardin du Luxembourg. Donc, on n'est pas que Paris parisien, mais c'est vrai que c'est là où, en ce moment, il y a pas mal d'opportunités. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans l'édition de Smart Bourse la mi-journée. Le vendredi, vous le savez, ce sont vos finances qui sont au cœur du sujet, les finances personnelles qui sont à l'honneur, avec Nicolas Lefebvre, associé fondateur du cabinet Eodia, et Jérôme Dédéan, je le rappelle, le président de Mon Partenaire Patrimoine. On se retrouve ce soir en direct à 18h30, évidemment, pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.